どうすみません。お待たせしました。大丈夫ですか？あなたがこの部屋に入ってからしばらくして、あなたはあなたのものを取り戻すようになったのですか？なあ。Environ 400 ans avant le début de l'histoire, la légende raconte qu'une civilisation développée, qui composait le royaume de Xerxès, a été entièrement détruite en l'espace d'une seule nuit. Après la destruction de ce royaume, il est dit qu'un survivant de Xerxès a erré à Amestris, qui est le pays de nos protagonistes et qui venait tout juste d'être fondé, tout en y propageant le savoir de l'alchimie. La légende appelle ce survivant le sage de l'Est. De l'autre côté du monde, à Qing, une légende similaire raconte qu'un sage, venu de l'Ouest cette fois, a également apporté avec lui l'alchimie et, combiné avec le savoir ancestral du pays dans le domaine de la médecine, aurait donné naissance à une nouvelle forme d'alchimie, l'élixirologie. Plus tard, l'histoire nous apprendra que ces deux sages ont réellement existé, puisqu'il s'agissait de l'homonculus originel, ou petit être de la fiole, et d'Oenheim, père d'Édouard et Alphonse, qui étaient à l'époque les derniers survivants de Xerxès, et qui ont chacun erré en répandant le savoir alchimique. À l'ouest de Xerxès, donc à Amestris pour l'homonculus originel, et à l'est de Xerxès, donc à Qing pour Oenheim. Dans son utilisation la plus basique, l'alchimie permet à son utilisateur de remodeler la matière grâce à une énergie qu'il injecte dans celle-ci. L'alchimie, comme tout savoir, est accessible à tous et permet à son utilisateur, nommé alchimiste, d'user de celle-ci pour en faire sa profession, pour l'aider dans ses tâches quotidiennes ou encore pour venir en aide à son prochain. Mais lorsque l'utilisateur de ce savoir transgresse les limites déontologiques de la discipline, l'alchimie poussée à son extrême peut, au prix de grands sacrifices, donner l'illusion à son utilisateur de côtoyer le domaine du divin et de s'affranchir de sa condition humaine. Mais avant de prétendre à de tels objectifs, il est nécessaire de comprendre ce qu'est réellement l'alchimie, et comme nous l'avons vu, cette discipline est donc divisée en deux procédés. L'alchimie principale, ou Ren Kinjutsu, qui est pratiquée à Amestris par le protagoniste, et l'élixirologie, ou Ren Tanjutsu, qui est une variante de l'alchimie pratiquée dans le pays de Qing. Avant d'expliciter plus en détail les différences entre ces deux types d'alchimie, focalisons-nous d'abord sur les principes qui sont communs aux deux disciplines. Dans l'explication qui en est faite, l'alchimie est définie comme étant une science qui permet à son utilisateur de manier et de changer la matière en lui injectant de l'énergie au travers de ce qu'on appelle une transmutation. La transmutation est donc la technique qui permet aux alchimistes de modifier la matière par l'intermédiaire de trois étapes que sont la compréhension de la matière, la décomposition de la matière et enfin la recomposition de la matière. L'étape de la compréhension est le moment où l'alchimiste va se demander quels sont les composants qui constituent la matière qu'il cherche à transmuter. Par exemple, lorsqu'Edward a été aspiré par l'homonculus Gluttony, il s'est retrouvé face à une situation où il devait transmuter ce qu'il a identifié comme étant un sol composé de sang coagulé. Comme c'est une matière qu'il n'est pas amené à transmuter souvent, Edward a d'abord pris le temps de se remémorer la composition du sang, qu'il a donc au préalable appris, avant de chercher à modifier cette matière. Cette étape est primordiale car si un alchimiste ne connaît pas la matière qu'il a en face de lui, sa transmutation ne fonctionnera pas. Et l'exemple le plus parlant pour illustrer ce cas est la première confrontation qui a eu lieu entre Scar et Edward. En effet, lorsque Lishval a tenté de transmuter le bras du jeune alchimiste d'État, il a débuté son action sans hésitation car il était persuadé que ce qu'il transmutait était un corps humain, dont il a logiquement appris la composition. Mais comme Edward a une automail, Scar n'a pas pu réaliser sa transmutation car il l'avait paramétré pour agir sur les matières qui composent le corps humain et non sur l'acier. En revanche, une fois que Lishval savait de quoi était composé son bras, il a pu adapter sa transmutation pour qu'elle puisse décomposer l'acier. Mais le cas de Scar reste spécial puisque son but était de détruire la matière grâce à la transmutation sans chercher à la recréer comme il le faudrait normalement dans une transmutation complète. Car pour la grande majorité des alchimistes, l'étape de la décomposition sert à détruire la matière afin de la remodeler à sa guise lors de la dernière phase, celle de la recomposition qui est l'étape où l'alchimiste lui donne la forme ainsi que la fonctionnalité souhaitée. La recomposition est justement l'étape où le talent de l'alchimiste est le plus illustré puisque c'est à ce moment qu'il va montrer toute son expertise en transformant une matière basique en une création complexe. Et tout cela sous-entend donc qu'un alchimiste talentueux sera un alchimiste qui aura passé des années à peaufiner son art. Pour le cas d'Edward et d'Alphonse par exemple, on peut noter qu'ils ont passé une grande partie de leur enfance à étudier les notes laissées par leur père Oenheim sur l'alchimie, ce qui leur permettait déjà de sculpter des formes basiques grâce à la transmutation. Et si Edward parvient au début de son périple facilement à transmuter un matériau
matériaux basiques pour en faire une arme sculptée et fonctionnelle, c'est parce que d'une part il a poursuivi l'apprentissage théorique et pratique de l'alchimie durant des années, mais surtout parce qu'il a approfondi et appris d'autres disciplines comme la sculpture et la forgerie d'armes, qui sont justement des disciplines maîtrisées par Izumi Curtis, qui a été son maître et dont il a hérité du style d'alchimie. Justement, l'un des tests qui donne un aperçu de ce talent est l'examen d'alchimiste d'État. Lors de celui-ci, on demande aux candidats de transmuter quelque chose, ce qu'ils veulent et qui sera le témoin de leur expertise. Et lorsqu'il a passé cet examen, Edward a impressionné son jury, d'abord de par sa maîtrise avérée de l'alchimie malgré son jeune âge, mais surtout parce qu'en plus d'avoir réalisé une transmutation assez complexe, celui-ci l'a fait d'une façon non conventionnelle, à savoir sans tracer un cercle alchimique. Mais avant de nous pencher sur cette particularité d'Edward qui a impressionné les hautes instances de l'armée, penchons-nous d'abord sur l'alchimie du commun des mortels, celle qui utilise des cercles de transmutation. 錬金術において円は力の循環を司る重要なファクターだ。 Dans la définition qui en est faite par Izumi Curtis, le cercle alchimique est la base de toute transmutation, puisque celui-ci marque le flux d'énergie que l'alchimiste pourra utiliser pour transmuter. Il faut donc comprendre que le cercle n'est pas ce qui fournit l'énergie, mais simplement celui qui la canalise et lui donne un flux. Concernant l'origine de cette énergie, on peut noter que les alchimistes d'Amestris et de Shing s'accordent pour dire qu'elle provient de la Terre. En revanche, on a pu constater que les alchimistes de Shing, avec leur élixirologie, en ont une compréhension très différente des alchimistes d'Amestris, mais nous y reviendrons plus en détail par la suite. Quoi qu'il en soit, cette énergie que récupèrent les alchimistes est ensuite amplifiés par le cercle de transmutation lorsqu'ils sont intégrés des formules et runes alchimiques. Par exemple, et avec un cercle adéquat pour le faire, les flammes d'un simple briquet peuvent être amplifiées et être transformées en des flammes explosives et possiblement meurtrières. Concernant les runes qui composent les cercles alchimiques dans l'œuvre, elles sont principalement composées de triangles représentant les éléments naturels, à savoir le feu, l'eau, la terre et l'air, mais aussi de symboles destinés à appeler des matières, des corps célestes ou encore à invoquer des symboles spirituels. Et pour opérer une transmutation, ces formules doivent être inscrites dans un cercle qui doit être tracé ou projeté sur une surface qui le permet, quelle qu'elle soit. De manière générale, si le cercle et les formules permettent aux alchimistes de transmuter précisément une chose, c'est parce qu'ensemble, elles vont définir l'action que veut réaliser l'alchimiste en rappelant tous les symboles métaphysiques qui vont entrer en scène pour cette transmutation, comme l'explique Edward dans le chapitre 53 lorsqu'il évoque la signification du cercle de Xerxès. Afin d'illustrer nos propos, nous pouvons nous focaliser sur l'alchimie très spéciale de Solf J. Kimblee, l'alchimiste écarlate, afin de voir comment son cercle et ses runes alchimiques décrivent l'action, l'histoire de sa transmutation. Étant avide de destruction, l'alchimie qu'il a développée a pour but de générer des explosions et c'est pourquoi sa transmutation doit provoquer un éclat de la matière. Pour ce faire, ce dernier utilise donc deux cercles dans chacune des paumes de sa main avec des runes alchimiques qui s'opposent. Dans sa main droite, son cercle contient le triangle de l'eau dans lequel est appelé le symbole alchimique du soleil, tandis que dans sa main gauche, son cercle contient le triangle du feu avec en son sein le symbole alchimique de la lune. Et donc grâce à ces formules qui ont pour objectif de se rejeter l'un l'autre, Kimblee va pouvoir lancer sa transmutation en claquant ses paumes et en forçant ces deux cercles à se lier afin de créer un nouveau cercle composé d'un hexagramme contenant les formules qui se rejettent. Les cercles ayant pour but de réguler le flux énergétique, leur opposition va permettre à Kimblee de créer une instabilité énergétique au sein de la matière qu'il touche, ce qui va donc la faire exploser, telle est la description symbolique et concrète de ces cercles. Cependant, il faut garder à l'esprit que bien que le cercle permette à l'alchimiste de donner vie à sa transmutation selon les formules qu'il y intègre, celles-ci ne suffisent pas pour maîtriser un type d'alchimie. Par exemple, les cercles de Kimblee sont visibles de tous, mais ça ne veut pas dire qu'en les recopiant, n'importe quel autre alchimiste aura la possibilité d'éclater la matière comme il le fait. Le cercle permet simplement à la transmutation de s'opérer, mais pour ce faire, il est nécessaire d'acquérir au préalable les connaissances pour réaliser et maîtriser complètement cette forme d'alchimie. Justement, certains types d'alchimie sont tellement mystérieux et complexes que leur fonctionnement demeure inconnu, même aux yeux des autres alchimistes. Et on peut à ce titre noter l'alchimie secrète des flammes utilisée par le colonel Roy Mustang. En effet, cette alchimie, qui lui a été apprise par son créateur Berthold Okai, nécessite un apprentissage tout particulier à la vue de sa puissance et de sa technicité. Car même s'il est l'instigateur de ces transmutations, Roy Mustang n'est pas immunisé face à ses propres flammes, et la moindre erreur pourrait le conduire lui ou ses alliés vers la mort. C'est pourquoi bien que le colonel donne l'impression de seulement claquer ses doigts pour générer une alchimie destructrice, il fait en réalité beaucoup plus que ça. Ce claquement de doigts et le son qui en est émis grâce à la matière de ses gants lui permet simplement de créer des étincelles. Mais au même moment, Mustang va utiliser son cercle pour transmuter l'air et créer un chemin invisible entre lui et sa cible, autour de laquelle il va fortement concentrer l'oxygène, et grâce à ce procédé, ces étincelles vont donc s'engouffrer dans le chemin créé sans dévier de leur trajectoire, jusqu'à arriver précisément à sa cible pour enflammer la bulle d'oxygène qu'il aura créée autour d'elle. C'est donc bien grâce à son savoir et son entraînement technique que Roy Mustang va pouvoir attaquer directement et très précisément ses ennemis sans se mettre en danger lui ou ses alliés. Toujours pour illustrer le bagage technique qu'il a développé dans le cadre de son alchimie, on peut noter que selon la main qu'il utilise pour réaliser ses claquements, Roy Mustang peut également choisir l'intensité des flammes qu'il envoie. Sa main droite, qui est sa main forte pour les explosions de masse, et sa main gauche pour les attaques précises et localisées. L'homonculus Envy voulait d'ailleurs attaquer le colonel au corps à corps pour l'empêcher d'utiliser ses flammes, puisque trop dangereuses pour lui-même également. Sauf que Roy Mustang a prouvé sa maîtrise en enflammant précisément ses yeux à une distance
distance proche avec sa main gauche, montrant ainsi qu'il ne craint pas ses flammes car il en maîtrise le comportement. Maîtrise qu'il a également illustrée de par sa main droite, avec laquelle le colonel a été capable d'envoyer une série d'explosions de masse dans un espace clos, sans pour autant détruire l'ensemble de la zone alors qu'il pourrait le faire, grâce à la modification de l'air qu'il a concentré uniquement autour de l'homonculus. 最高最強の錬金術だ。使い方によっては最悪にもなりうる。 L'alchimie de Roy Mustang est un exemple intéressant pour expliquer les cercles alchimiques car celle-ci est d'une grande complexité. Cependant, il faut garder en tête que chacun des alchimistes d'État a une alchimie qui serait intéressante à analyser car chacun d'entre eux a sa propre particularité et son propre style. Et c'est justement pour ces capacités en alchimie complexes et uniques qu'ils ont été recrutés. Par exemple, on peut également supposer que l'alchimie du commandant Armstrong est secrète puisque lui-même dit que son savoir se transmet de génération en génération au sein de sa famille. La diversité des styles d'alchimie dans l'armée nous renseigne également sur une chose, l'alchimie n'a de limite que l'imaginaire des alchimistes. Mais bien qu'il existe une multitude de spécialités, une chose demeure donc inexorablement obligatoire pour réaliser une transmutation, à savoir la nécessité de disposer d'un cercle alchimique qui va l'activer et amplifier son effet. Cependant, il existe certains alchimistes, considérés comme étant de véritables génies, qui parviennent totalement à s'en affranchir en ayant la capacité mystérieuse qu'est celle de réaliser des transmutations sans cercle. L'alchimie sans cercle est une prouesse réalisée par des alchimistes qui peut aussi bien susciter l'étonnement que le mépris des autres alchimistes. Pourquoi l'étonnement? Simplement parce que c'est une capacité qui va remettre en question ce que tout alchimiste sait, à savoir que le cercle est la condition sine qua non de toute transmutation puisqu'il va en dicter l'action. Et donc ceux qui parviennent à transmuter sans cercle sont vus comme de véritables surdoués ayant une maîtrise si grande de la théorie alchimique qu'ils parviennent à mettre en pratique leur apprentissage du simple fait de leur volonté. Mais paradoxalement, cet étonnement peut parfois rapidement laisser place à un sentiment de mépris, simplement parce que les personnes qui ont une connaissance approfondie en alchimie ont tout de même une idée vague de ce par quoi un alchimiste doit passer pour éveiller cette capacité, à savoir la tentative arrogante et désespérée de ramener une personne morte à la vie grâce à l'alchimie. Le monde de l'alchimie est régi par une loi que tout alchimiste connaît car il est, par la nature des choses, obligé de s'y soumettre, celle de l'échange équivalent. Son principe est simple, pour obtenir une chose, l'alchimiste doit sacrifier quelque chose d'équivalent lors de sa transmutation. En règle générale, l'échange équivalent est de fait automatiquement respecté par les alchimistes lors de leur transmutation conventionnelle, puisque ceux-ci sont limités à la quantité de matière qu'ils utilisent et qu'ils ne peuvent de toute façon pas excéder. Par exemple, lorsqu'Edward se crée une arme à partir d'un sol, il ne peut que consommer la matière présente dans ce sol et donc il ne pourrait pas outrepasser la règle de l'échange équivalent, même s'il le voulait. En revanche, il existe un type de transmutation qui le permet et qui constitue le tabou absolu, l'interdit suprême de l'alchimie, à savoir la transmutation humaine. La transmutation humaine est un type d'alchimie qui agit, comme son nom l'indique, sur le corps humain, mais également sur l'âme qui lui est associée. En règle générale, on la qualifie pour désigner la tentative d'un alchimiste de ramener une personne morte à la vie. La transmutation humaine n'est cependant qu'une illusion dans laquelle se perdent certains alchimistes, puisqu'il a été démontré qu'il est absolument impossible de ramener une personne morte à la vie, puisqu'il n'existe aucune contrepartie de taille pour reconstituer une âme disparue. C'est justement la conclusion apportée par Hohenheim et confirmée par Edward, qui découvre que ce qu'il a transmuté avec son frère ne ressemble en rien à leur mère. Mais le fait qu'il n'existe aucune contrepartie pour ramener à la vie un corps muni de son âme d'origine signifie surtout que dès le départ, l'alchimiste active une transmutation qui ne pourra jamais respecter la règle de l'échange équivalent. Et en alchimie, lorsqu'une transmutation ne respecte pas cette loi fondamentale, une instabilité énergétique se crée, puisque ce que cherche à créer l'alchimiste a une valeur plus importante que ce qu'il apporte comme sacrifice en échange. Ce phénomène est alors modélisé par l'ouverture d'une porte, de laquelle sortent des bras noirs qui décomposent l'alchimiste pour le recomposer derrière cette porte où se trouve un être, connu sous le nom de la vérité, qui va rétablir la balance de l'échange équivalent. La vérité est un être omniscient qui régule l'ensemble des échanges alchimiques dans l'univers. Au-delà d'être une entité qui va simplement juger l'alchimiste, la vérité va plutôt incarner sa conscience qui, au cours d'échanges, va lui faire réaliser ce qu'il vient de tenter. Et pour avoir franchi le plus grand des interdits, elle va alors punir l'arrogance des alchimistes qui ont voulu égaler Dieu. C'est pourquoi elle va alors les forcer à traverser la porte de la vérité, derrière laquelle se trouve la connaissance absolue sur le monde, l'univers et par conséquent sur l'alchimie. Et en y pénétrant, une grande partie de ces connaissances sont alors injectées de force dans la mémoire des alchimistes dans une expérience qui semble difficile à supporter, comme en témoignent les passages des frères Elric au travers de celle-ci. À la vue des capacités qu'il acquiert, voir la vérité peut être perçue comme une chance pour un alchimiste. Pourtant, que ce soit Alphonse, Edward ou Izumi, tous en ressortent avec une compréhension qui a mis fin à leurs illusions, notamment avec la certitude que même avec leur alchimie créatrice, les alchimistes restent de simples humains incapables de ramener une personne morte à la vie. Et en plus de ce châtiment psychologique, la vérité va punir physiquement ces alchimistes en leur enlevant
retirant une partie de leur corps qui représente symboliquement ce qu'ils souhaitaient de par leur transmutation humaine. Alors qu'Edward voulait continuer d'avancer après la mort de sa mère, la vérité lui a pris sa jambe sur laquelle il se tenait debout. Pour Alphonse, qui voulait retrouver la chaleur de sa mère, la vérité lui a ôté toute capacité de ressentir la chaleur en lui prenant son corps. Pour Izumi Curtis, qui voulait retrouver son enfant, la vérité lui a pris des organes, la rendant stérile et incapable de procréer à nouveau. Et pour Roy Mustang, qui voulait changer et voir le futur d'Amestris, la vérité lui a ôté la vue. Telle est la façon dont elle punit l'arrogance des alchimistes. Cependant, une chose intéressante peut être relevée concernant Roy Mustang. En effet, pour son cas, la vérité ne lui a pas enlevé l'organe de la vision, à savoir ses yeux, mais simplement sa capacité de voir, contrairement aux autres à qui elle a retiré physiquement une partie de leur corps. Cette particularité pourrait résulter du fait que Roy Mustang, à l'opposé des autres, n'a pas voulu réaliser sa transmutation humaine, mais il y a été obligé. Et même si ça peut paraître anecdotique, ça ne l'est pas puisque grâce à ça, Roy Mustang a pu retrouver sa vue à l'aide de la pierre philosophale, alors qu'il n'aurait pas pu retrouver la vision si facilement s'il avait perdu physiquement ses yeux et que la vérité les aurait gardés derrière la porte. On peut donc supposer que pour Roy Mustang, la vérité a limité son châtiment au simple fait que le colonel ait été impliqué dans une transmutation qui ne respectait pas l'échange équivalent et non à une tentative volontaire et arrogante de ramener une personne à la vie, d'où sa relative clémence. Quoi qu'il en soit, en échange de ceux qu'ils ont sacrifiés, tous ont acquis une connaissance si profonde de l'alchimie que celle-ci devient innée en eux, les rendant capables de transmuter sans cercle. あの手を合わせるポーズ、何かに似てると思ったな。まるで神への祈りじゃないか。 Lorsqu'ils s'entraînaient chez Izumi Curtis, Edward et Alphonse se sont souvent demandé comment est-ce que leur maître pouvait transmuter son cercle, alors même qu'elle leur apprenait les principes et l'importance du cercle et des formules. Et face à ce questionnement, Izumi Curtis leur a expliqué que c'est en quelque sorte elle qui incarne désormais ce cercle et ses formules alchimiques, et que tout alchimiste peut le faire dès lors qu'il a vu la vérité absolue. À ce moment, les deux apprentis ne comprenaient pas ce concept, mais pourtant après sa transmutation humaine, Edward a instinctivement frappé ses mains pour transmuter son cercle, comme si cela avait toujours été naturel pour lui. S'ils frappent leurs mains pour transmuter, c'est parce que par cette action, les alchimistes lisent symboliquement le cercle qui est en eux, tout en modélisant un choc qui va activer l'énergie nécessaire qui leur permettra d'enclencher leur transmutation. Il est donc évident que sans ce claquement et cette liaison, l'alchimiste ne peut alors transmuter son cercle, et d'ailleurs Edward a souvent été confronté à cette situation lorsque son automail était abîmé. Quoi qu'il en soit, puisqu'ils ont désormais intériorisé toutes les formules qu'ils ont au préalable apprises, les alchimistes qui ont vu la vérité vont pouvoir ensuite dicter n'importe quelle action à leur transmutation. Et on peut noter que même les formules les plus complexes peuvent être intériorisées, à l'image de Roy Mustang qui peut désormais, sans avoir besoin des cercles de ses gants, utiliser son alchimie de flamme simplement en claquant ses paumes. On peut cependant noter que même en traversant la porte et en payant un sacrifice lourd, il se peut que l'alchimiste en ressorte sans la faculté de transmuter son cercle. C'était justement le cas d'Alphonse qui au début de l'histoire n'avait pas cette faculté car il ne se souvenait pas de son passage dans la porte de la vérité, dont il faut se remémorer les savoirs et connaissances, puisque ce sont justement ces éléments qui permettent à l'alchimiste d'éveiller sa conscience à un niveau au-dessus. Mais dès l'instant où Alphonse s'est remémoré son passage à travers la porte et sa vision de la vérité absolue, il a été en mesure, comme son frère et son maître, de transmuter son cercle. Comme nous l'avons vu, que ce soit par l'intermédiaire du cercle alchimique qui l'amplifie ou par l'intermédiaire du claquement des mains qui l'active, tous les alchimistes ont besoin de récupérer de l'énergie pour réaliser leur transmutation, et donc même ceux qui ont vu la vérité ne pourraient s'en passer. Pourtant dans l'histoire, on a pu constater qu'alors que les alchimistes d'Amestris ont été privés d'énergie et donc d'alchimie, d'autres, provenant de l'autre côté du désert de Xerxès, pouvaient continuer à transmuter au travers de l'autre discipline alchimique, l'élixirologie de Shing. Comme nous le disions précédemment, il existe deux formes d'alchimie, et bien que celles-ci reposent sur des bases théoriques similaires, si elles sont au final bien distinctes, c'est justement parce que les alchimistes de ces deux pays ont une compréhension de l'énergie qu'ils utilisent bien différente. L'élixirologie, comme nous l'avons signifié plus tôt, résulte de l'appropriation par le peuple de Shing de l'alchimie originelle amenée de Xerxès par Hohenheim il y a 400 ans. Ce peuple ayant de grandes connaissances en médecine, leur alchimie en était à ses débuts et se focalisait sur des expérimentations liées à ce domaine. Avec l'arrivée d'Hohenheim, ils ont combiné leurs quelques notions d'alchimie avec l'alchimie qu'il a amenée et qui est beaucoup plus complète et développée, ce qui a donné l'élixirologie qui est décrite par Ling Yao comme permettant des actes médicaux très efficaces. À la réaction d'Edward face à cette description, mais également au regard de l'étonnement du colonel Roy Mustang lorsqu'il entend parler de cette forme d'alchimie, on peut déduire que l'élixirologie est au final une forme d'alchimie quasi inconnue à Amestris, où justement Edward et Alphonse n'ont trouvé que peu d'informations malgré leur accès aux données confidentielles de l'armée. Mais de la même manière, l'alchimie d'Amestris est inconnue dans les détails par les habitants de Shing qui justement sont venus à Amestris afin d'en apprendre plus sur celle-ci. Ce manque de connaissances partagées peut d'ailleurs être le fait d'Amestris qui est un pays militaire et qui, sur le plan politique, entretient des relations tumultueuses avec tous ses pays voisins, notamment avec Kreta à l'ouest, Aerogo au sud ou
encore Drachma au nord, fermant ainsi ses frontières à la libre circulation des individus et des connaissances. Mais malgré ce manque d'informations, Edward et Alphonse ont pu constater que l'élixirologie n'était pas uniquement une alchimie médicale comme présentée en première instance par Link. En effet, comme elle résulte d'une adaptation de l'alchimie originelle provenant de Xerxes, l'alchimie de Shing repose bien sur les mêmes bases que l'alchimie d'Amestris et donc permet potentiellement des transmutations similaires. Par exemple, Mei-chan peut utiliser d'une part son alchimie pour réaliser des transmutations médicales qui agissent sur le corps humain, et d'autre part peut l'utiliser au combat en transmutant des matériaux plus basiques. En revanche, on peut noter que les alchimistes de Shing n'ont logiquement pas une aussi grande maîtrise que ceux d'Amestris pour la transmutation des matériaux ou éléments chimiques complexes, puisque c'est ce sur quoi ceux d'Amestris ont pratiqué depuis la création du pays. D'ailleurs, lorsqu'on compare la simplicité des cercles utilisés par Mei par rapport à la complexité des cercles de spécialité que l'on peut trouver à Amestris, on constate aisément qu'en dehors du plan médical, le savoir alchimique à Shing semble bien loin de celui d'Amestris. Et c'est d'ailleurs un constat qui se confirme si l'on prend au mot Ling qui, en demandant de l'aide aux alchimistes, sous-entend bien qu'Amestris est la terre de l'alchimie et que de ce fait, les connaissances liées à cette science doivent y être logiquement plus grandes qu'à Shing. Et en parallèle, on peut noter que bien qu'ils n'en ont également pas une aussi grande maîtrise, les alchimistes d'Amestris peuvent aussi apporter des soins grâce à leur alchimie, mais avec des résultats assez limités, et c'est la raison pour laquelle lors de la guerre d'Ishval, on trouvait plutôt des médecins normaux sur le front, dont le couple Rockbell, les parents de Winry. On peut expliquer ça par le fait qu'à Amestris, le champ d'action de l'alchimie au fil des années ne s'est pas intéressé à soigner le corps humain, mais plutôt à expérimenter des moyens de transcender la condition humaine, d'où les expériences menées sur les matériaux et le corps humain par l'intermédiaire du transfert de l'âme, des chimères, mais également et surtout par la recherche de la pierre philosophale. D'ailleurs, cette analyse se vérifie avec Tim Marco cherchant en alchimie pour l'armée, qui s'est reconverti en alchimiste médecin et qui soignait ses patients à l'aide d'une pierre philosophale. Dans le même registre, on peut mentionner Roy Mustang qui, dans l'optique de sauver le second lieutenant Havok, a tenté d'utiliser son alchimie tout en expliquant que cela n'était pas sa spécialité. Mais comme il venait de récupérer la pierre philosophale de Lust, il pensait en être capable. Mais si l'élixirologie demeure une forme d'alchimie intéressante qui parvient à transmuter une chose aussi complexe que les tissus du corps humain, et cela sans nécessiter un matériau aussi rare qu'une pierre philosophale, c'est avant tout parce qu'à la différence de l'alchimie d'Amestris, l'élixirologie a une compréhension beaucoup plus efficace du flux énergétique présent partout dans l'univers. 俺たちのとは違う錬金術。その秘密を聞き出せば、あるいは賢者の石を使わなくても、アルの体を取り戻し。 Comme nous l'avons évoqué plus tôt, pour transmuter, les alchimistes ont besoin de cette source d'énergie externe qui leur permettra de remodeler la matière. Les alchimistes d'Amestris récupèrent directement l'énergie émise par les mouvements tectoniques qui libèrent continuellement de l'énergie dans les sols terrestres et qu'ils peuvent donc continuellement utiliser pour transmuter. Mais de l'autre côté du globe, les alchimistes de Shing, quant à eux, ont une conception philosophique bien différente de l'origine de cette source d'énergie. En effet, dans le chapitre 48, Mei utilise l'élixirologie pour stopper l'hémorragie de Scar infligée par la balle du lieutenant Hawkeye. Pour ce faire, elle explique qu'elle a utilisé le flux d'énergie de la Terre et qu'elle nomme le flux du dragon. Mei explique le concept du flux du dragon comme étant la vision d'un flux d'énergie continu qui s'écoule, comme l'eau d'une rivière, du sommet des montagnes jusqu'aux profondeurs de la Terre où elle est stockée. C'est justement grâce à ce flux du dragon ressenti dans le sol qu'elle devient capable de diriger une alchimie et de transmuter à distance, ce qui d'ailleurs a étonné Edward et Alphonse qui n'avaient jamais vu une telle capacité. Mei explique qu'une fois ce concept compris, le flux du dragon peut être appliqué à ce que l'on veut, comme par exemple au domaine médical. Et justement, elle explique que c'est en utilisant le flux de la Terre et en le combinant au flux présent dans le corps humain que l'élixirologie permet de soigner. La notion de flux qui agissent en collaboration est importante puisque l'élixirologie ne peut soigner ou reconstruire quelque chose dont le flux a été totalement brisé. Par exemple, elle ne pourrait pas reconstruire la jambe ou le bras d'Edward justement parce que leur flux a totalement cessé d'émettre et d'exister, contrairement à une blessure qui ne représenterait qu'un dommage infligé à un flux qui lui continue d'émettre. Comme son application n'a pas de limite, le flux du dragon est également utile à ceux qui ne pratiquent pas l'alchimie. D'ailleurs, Ling apprend à Edward que l'apprentissage des principes de l'élixirologie et donc du flux du dragon s'est répandu au niveau national à Shing, contrairement à Amestris où, comme le signifie Edward, l'alchimie est principalement le fruit des recherches de l'armée. Cette capacité renforce donc les habitants de Shing puisque Ling, Fu ou encore Lan Fan, qui ne sont pas des alchimistes mais des guerriers, utilisent le flux du dragon afin de percevoir l'énergie émise par les gens, ce qui leur permet d'une part de détecter les présences vivantes mais également de percevoir leur nature. Par exemple, cette capacité leur a permis de rapidement détecter les homunculus qui dégagent des flux différents des humains puisque circulent en eux d'innombrables vies émettant chacune son propre flux d'énergie. Et alors qu'ils ne sont que de simples humains, cette capacité leur a permis à plusieurs reprises de surprendre et de dominer considérablement les homunculus en les détectant où qu'ils se trouvent et en les combattant même dans le noir total. King Bradley lui-même a d'ailleurs rapidement essayé d'exterminer les guerriers de Shing puisqu'il avait conscience du danger pour les homunculus d'un tel pouvoir. Bien que la compréhension de l'énergie soit différente, certains alchimistes d'Amestris se sont rapprochés de la compréhension qu'ont les habitants de Shing de l'énergie. À ce titre, on peut relever Izumi Curtis qui a émis une théorie sur laquelle elle a fait plancher Edward et Alphonse et qui est la philosophie suivante. 1は善、善は1。1ヶ月でその答えを見つけなさい。
Cette théorie voit la vie et l'univers comme un cycle qui se répète indéfiniment. Lorsqu'une personne meurt, elle se décompose et devient des nutriments qui vont se recomposer dans la terre pour laisser place à des végétaux qui nourriront les êtres vivants qui à nouveau mourront et ainsi de suite. Cette philosophie d'Izumi est intéressante dans la mesure où elle permet d'expliquer pourquoi la transmutation humaine est impossible. Tout simplement parce que la mort fait partie de ce processus et essayer de ressusciter une personne signifierait tenter de déstabiliser ce flux en brisant le processus naturel entre la terre et les êtres vivants, ce qui est donc impossible. Ce concept qu'a compris Izumi permet de décrire le fonctionnement de l'alchimie et est un début dans la réelle compréhension de l'énergie, puisque Hohenheim, 400 ans avant elle, avait exactement développé la même réflexion, et rappelons-le, Hohenheim est celui qui a apporté l'alchimie et sa compréhension à Shing. Mais bien que sa théorie se rapproche de la vérité, elle n'a pas encore concrètement été mise en pratique, contrairement à un autre alchimiste qui lui a apporté la compréhension de l'énergie qu'il manquait à l'alchimie d'Amestris. Edward Elric, 軍の犬、国家錬金術師よ。お前はこの国が何をしようとしているのか知っているのか。 Dès l'instant où ils sont arrivés dans le pays, les guerriers de Shing ont instantanément ressenti que quelque chose clochait à Amestris, où se dégageaient des flux d'énergie inhumains qu'ils n'avaient jamais perçus avant ça. Et si les guerriers de Shing ont pu percevoir que quelque chose n'allait pas dans l'énergie qui émanait des sols d'Amestris, c'est donc grâce au flux du dragon. Mais il existe dans ce pays un alchimiste qui, simplement grâce à ses recherches, a pu confirmer que le flux énergétique du pays n'était pas naturel et que de ce fait, l'alchimie d'Amestris comprenait un problème majeur. Et cet alchimiste n'est autre que le frère de Scar. En effet, cet autodidacte a entamé des recherches approfondies sur l'alchimie dans le but de sauver le peuple d'Ishval auquel il appartenait. Une partie de son travail a mené à la création de 2 tatouages ancrés sur chacun de ses bras et qui subdivisent les principes de l'alchimie. Le tatouage de son bras droit modélise la décomposition alchimique, tandis que celui de son bras gauche modélise la recomposition. Au premier regard, Mei perçoit que le tatouage du bras droit décrit l'art de contrôler le flux du dragon et d'utiliser le pouvoir de la terre. Il faut garder à l'esprit que cerner le concept du flux du dragon est quelque chose qui semble compliqué et que ce soit Tim Marco ou Alphonse Elric, qui sont tous deux de grands alchimistes, aucun des deux n'a réussi à comprendre ce concept que Mei, qui elle a été initiée à celui-ci depuis son enfance, a tenté de leur apprendre. Et c'est là où réside toute la force de l'alchimie du frère de Scar qui, pour la développer, a étudié l'élixirologie de Shing dont il a intégré les principes à ses modèles, permettant ainsi même à quelqu'un qui n'a pas forcément la compréhension du flux du dragon d'utiliser l'élixirologie, puisqu'on peut noter que contrairement à Mei, Scar ne ressent rien d'anormal à Amestris et ne semble donc pas avoir la sensibilité qu'ont les gens de Shing grâce au flux du dragon. On en déduit donc que le tatouage que lui a légué son frère lui permet d'utiliser une forme d'énergie différente des autres alchimistes d'Amestris, ce qui lui permet, sans le savoir, de transmuter sans être impacté par le problème majeur de l'alchimie du pays, et c'est sûrement l'une des raisons qui fait que l'alchimie de Scar est si forte face à celle des alchimistes d'État. En effet, pendant ses recherches sur l'élixirologie et par la même occasion sur le flux du dragon, le frère de Scar s'est rendu compte que la façon dont les alchimistes récupéraient l'énergie pour leur transmutation avait un problème majeur. Problème qui n'est pas dû au hasard puisqu'il est issu de la volonté directe de celui qui a apporté l'alchimie à Amestris il y a 400 ans, à savoir l'homonculus originel ou petit être de la fiole. En effet, il y a environ 4 siècles à Xerxès, une rencontre allait bouleverser l'histoire du monde. Cette rencontre est celle d'un esclave nommé numéro 23 et d'une entité noire emprisonnée dans une fiole et qui dit qu'elle se nomme Homunculus. Cette chose, visiblement dotée d'un grand savoir, donnera à cet esclave le nom d'un illustre alchimiste, Van Hohenheim. De tout temps, les alchimistes, dans leur rêve de grandeur, ont essayé de recréer un humain artificiel, ce qui est justement décrit par le terme Homunculus, signifiant petit être, qui illustre cette volonté de recréer une version miniature d'un humain. L'histoire nous apprend que c'est le maître d'Hohenheim qui l'a créé, mais le processus qui a permis la naissance de l'Homunculus n'est pas connu dans les détails. Mais comme lorsqu'il a fait face à la vérité, il l'a imploré de ne pas le renvoyer à nouveau derrière la porte, on en déduit que l'Homunculus est en réalité une entité qui faisait partie de la porte et qui en a été détachée, ce qui expliquerait d'ailleurs que ses connaissances en alchimie soient si grandes, car en réalité elles proviendraient directement de la vérité absolue. Ce que l'on sait aussi, c'est que pour le créer, le sang d'Hohenheim a été prélevé en grande quantité par son maître, qui a sûrement utilisé le sang de l'esclave en guise de tribut à la vérité contre une partie de ce qui est derrière la porte. Précision qui n'est pas des moindres, l'Homunculus est le seul de ce type qui ait été créé par l'homme, puisque les homunculus suivants ont été engendrés par lui-même. Ces derniers sont d'ailleurs très différents de lui, puisqu'ils ont été créés à partir de pierres philosophales, contrairement à l'homunculus originel qui n'a pas pu l'être, car le maître d'Hohenheim ne savait pas comment créer une pierre philosophale, et c'est d'ailleurs justement ce manque de connaissances qui a conduit à la perte intégrale du royaume de Xerxès. En effet, après avoir découvert que l'homunculus disposait de savoirs qui surpassaient les connaissances qu'avaient les humains de l'alchimie, le roi de Xerxès, qui était souffrant, a demandé à cet être s'il connaissait le secret de l'immortalité. L'homunculus, qui a vu là une ouverture
meurtre inespéré d'acquérir ce qu'il souhaitait le plus, à savoir un corps humain qui lui servirait de conteneur afin de sortir de sa fiole qui l'emprisonnait et le bridait, c'est donc jouer des humains en leur donnant les détails de la création de la pierre philosophale, tout en prenant le soin d'omettre un détail des plus importants. Pour créer cette pierre, connue également sous le nom de grand élixir, il est nécessaire, comme pour toute transmutation alchimique, de respecter l'échange équivalent. Et pour créer une chose aussi puissante, il est logiquement nécessaire d'apporter un très grand sacrifice pour respecter cet équilibre. Et c'est pourquoi l'ingrédient central de cette transmutation sera la vie humaine et plus précisément l'âme humaine. En effet, l'âme est une grande source d'énergie utilisable et qui permet de réaliser des transmutations que les alchimistes ne pourraient pas tenter à l'aide de l'énergie traditionnelle de la Terre. Et si la pierre philosophale n'est en réalité qu'un condensé de plusieurs âmes, d'où sa puissance, on peut noter qu'il est déjà possible de dégager une grande énergie d'une seule âme seulement. Justement, et alors qu'il était sur le point de mourir, Edward s'est rappelé la puissance qu'offraient les âmes humaines à la pierre philosophale et ce dernier a donc désespérément tenté une ultime transmutation. En s'efforçant de voir sa vie comme une pierre philosophale mais composée d'une seule âme, il a pu arrêter l'hémorragie de ses organes fortement touchés par l'explosion de Kimberly, alors qu'il n'aurait pas pu le faire seulement par l'intermédiaire de l'énergie tectonique. Cette gymnastique conceptuelle et technique lui a donc permis de survivre, mais il explique qu'il ressort logiquement de cette transmutation avec une espérance de vie diminuée car il en a utilisé une partie en guise d'énergie comme tribut pour l'échange équivalent. À l'époque de nos héros, l'armée a créé des pierres philosophales dans le cadre des recherches menées dans le laboratoire numéro 5. Mais celles-ci sont qualifiées par Tim Marco, qui en a dirigé la création, d'incomplètes car le sacrifice humain pour ces expérimentations était limité à une dizaine d'âmes seulement. Quand bien même, ces pierres permettaient déjà à ses utilisateurs de transmuter son cercle en donnant l'illusion de s'affranchir de l'échange équivalent, tant leur alchimie en était amplifiée. Mais pour ses plans, l'homonculus a donné la méthode afin d'en créer une pour laquelle le sacrifice serait si grand qu'elle serait parfaite, ce qui lui garantirait, comme le voulait le roi, l'immortalité. Pour ce faire, il lui a donc donné un certain nombre de consignes. Dans un premier temps, il a demandé à creuser un cercle de transmutation qui ferait le tour de Xerxès et qui devra être composé d'un double pentagone régulier, puisque contenant le nombre d'or, le pentagone symbolise là quelque chose de parfait, comme doit l'être la pierre philosophale. Comme il est nécessaire que la trace du sang soit présente dans ce cercle afin d'illustrer le sacrifice humain, la dernière étape consistait à tuer les populations de 5 villages qui entouraient le royaume, suite à quoi la transmutation pouvait débuter, de même que le plan de l'homonculus pour en profiter. Lors de la transmutation de la pierre philosophale, celle-ci est paramétrée de sorte à ce qu'elle récolte les âmes présentes au sein du cercle afin de les condenser en son centre pour créer une pierre. Sachant cela, l'homonculus a savamment amené Hohenheim au vrai centre du cercle de Xerxès afin que toutes ces âmes soient intégrées à leur corps et non à celui du roi qui fait donc partie du sacrifice. Et comme l'a découvert Edward dans le chapitre 53, le cercle de la pierre philosophale de Xerxès décrit la création d'un être humain composé d'un corps, d'un esprit et d'une âme, sous-entendant qu'il peut également être utilisé pour réaliser une transmutation humaine. Et c'est donc grâce à ce procédé que l'homonculus a pu réaliser une pierre de coups en transmutant une pierre philosophale tout en réalisant une transmutation humaine. Et comme pour toute transmutation humaine, la porte s'est donc ouverte, mais comme celle-ci n'avait pas pour but de ramener à la vie une personne morte, mais seulement de créer deux nouveaux corps intégrant la pierre philosophale pour l'homonculus et Hohenheim, l'échange équivalent pouvait être respecté, et pour ce faire, l'homonculus dit qu'il a utilisé le sang d'Hohenheim en lui en guise de tribut pour ouvrir la porte. L'homonculus a d'ailleurs inspiré Edward, puisqu'après avoir analysé la fresque de Xerxès, Edward s'est rendu compte qu'il était possible de respecter l'échange équivalent lors d'une transmutation humaine impliquant des personnes vivantes. Sachant cela, il a utilisé les âmes de la pierre philosophale d'Envy pour décomposer et recomposer son corps ainsi que ceux de Ling et Envy derrière la porte. Cette compréhension d'Edward à ce moment précis est d'ailleurs celle qui lui permettra de mettre fin à son périple par la suite. Les pierres de l'armée, qualifiées d'incomplètes puisque composées d'une dizaine d'âmes seulement, permettaient déjà aux alchimistes qui les détenaient de réaliser des transmutations qui surpassaient toutes les autres. À titre de comparaison, c'est environ 1 072 658 âmes qui étaient présentes à Xerxès lors de la création de la première pierre philosophale. On peut déduire ce nombre par la précision d'Hohenheim qui indique que durant ces 4 derniers siècles, il a parlé et discuté afin de comprendre chacune des 536 329 âmes présentes dans son corps. Et comme l'homonculus a scindé toutes les âmes transmutées à Xerxès entre lui et Hohenheim, nous arrivons approximativement à ce nombre. Et donc contrairement aux pierres incomplètes, à ce stade, la pierre philosophale est si puissante qu'elle permet à celui qui la détient de réaliser des transmutations d'une intensité inégalée, que ce soit dans le domaine médical, celui de la création ou encore de la destruction, et cela sans nécessiter le moindre mouvement, mais seulement de par sa pensée et sa volonté. Et en parallèle de cette puissance qu'elle offre à ces deux alchimistes, la pierre qui a fusionné avec leur corps leur offre une capacité de régénération et une espérance de vie prolongée et égale au cumul de l'ensemble des âmes qui la composent. Mais en contrepartie de ce pouvoir, il faut retenir que plus la pierre philosophale est utilisée,
utilisée et plus celle-ci consume les âmes qui la composent, et c'est justement la raison pour laquelle Hohenheim limitait considérablement son utilisation de la pierre, simplement parce qu'il voulait au maximum préserver la vie des âmes qui composent son corps immortel. A l'opposé, l'Homonculus lui a intensément utilisé sa pierre durant 400 ans pour son plan, et à ça on peut ajouter qu'il a subdivisé sa pierre parmi les 7 différents homonculus qu'il a engendrés. Et c'est la raison pour laquelle on constate que par rapport à Hohenheim, son corps a beaucoup vieilli car sa pierre philosophale arrive à sa limite. Mais s'il a autant utilisé sa pierre, c'est parce que même en acquérant toutes ces âmes qui pourtant lui assuraient l'immortalité, l'Homonculus ne parvenait pas à se contenter de son état actuel. C'est pourquoi dans l'ambition de réellement devenir un être parfait, il va à l'instant même où il s'est libéré de sa fiole, déjà commencer à songer à la seconde étape de son projet, celle de créer une pierre philosophale composée d'un nombre d'âmes si élevé qu'elle lui permettra d'assimiler l'être que lui-même considère comme étant Dieu, à savoir la vérité. Et pour ce faire, l'Homonculus sait qu'il devra créer un événement beaucoup plus ambitieux. Pour devenir un être alchimiquement parfait, ce dernier a décidé de réitérer ce qu'il a fait à Xerxès en transmutant une nouvelle pierre philosophale, mais dont le cercle cette fois n'entourerait pas un petit royaume, mais un pays tout entier de plusieurs dizaines de millions d'âmes, et son choix s'est porté sur le récent pays d'Amestris. C'est pourquoi depuis l'entame de son projet en 1558 et jusqu'au terme de celui-ci en 1914, une série de conflits ont frappé le pays dans des zones stratégiques destinées à lier ce cercle national. Durant ces 4 derniers siècles, l'Homonculus n'a pas seulement préparé son cercle, puisqu'il a en même temps introduit ses connaissances alchimiques dans le pays, dans le but de voir émerger de talentueux alchimistes qu'il pourrait utiliser pour devenir cet être parfait. Mais dans le but d'avoir un total contrôle sur ce pouvoir qu'il donne par la même occasion aux habitants d'Amestris qui pourraient le contrecarrer, l'Homonculus a pris des précautions rigoureuses afin de garder un total contrôle sur le déroulé de son plan. Et justement à ce titre, en étudiant la façon dont les alchimistes de Xing utilisaient l'énergie, le frère de Scar s'est rendu compte qu'en réalité, les alchimistes d'Amestris n'exploitaient pas toute la puissance de leur alchimie, puisqu'il a décelé qu'il y avait quelque chose dans le sous-sol du pays qui interférait entre ces alchimistes et l'énergie tectonique à laquelle cette chose limitait leur accès. Et justement, cette interférence qu'ont instantanément ressenti les guerriers de Xing est causée par l'Homonculus. Comme c'est lui qui a apporté l'alchimie dans le pays, il a apporté avec lui sa façon de transmuter et d'utiliser l'énergie tectonique. C'est pourquoi l'Homonculus va alors stratégiquement instaurer sa base dans les sous-sols d'Amestris où, grâce au tunnel qu'il a construit au fil des siècles et qui représente son cercle de transmutation à l'échelle nationale, il a pu diffuser sa propre pierre philosophale dans tout le pays afin d'agir comme une barrière entre les alchimistes de la surface et l'énergie tectonique qui se trouve encore plus en profondeur. Et cette barrière qu'il a instaurée fait que depuis le départ et pour chacune de leurs transmutations, les alchimistes d'Amestris ont en fait utilisé l'énergie de l'Homonculus lui-même et non l'énergie tectonique. Empêcher les alchimistes d'avoir accès à l'énergie pure des sols est une idée ingénieuse puisqu'elle permet à l'Homonculus d'avoir un contrôle total sur l'ensemble de l'alchimie du pays, ce qui peut donc lui permettre d'empêcher les alchimistes d'accéder à son énergie, supprimant de ce fait l'alchimie dans tout le pays et cela d'un seul et unique geste. Dans la symbolique alchimique, le soleil est vu comme représentant le mâle ou l'homme, tandis que la lune représente la femelle ou la femme. Lorsque ces deux astres se rassemblent pour ne former qu'un, ils symbolisent alors là un être parfait. Et il est dit que certains alchimistes considèrent cet être parfait comme étant Dieu. Depuis sa naissance, le souhait de l'Homonculus est d'être délié de ses entraves pour être libre. D'abord emprisonné par sa fiole, son souhait le plus cher était de la quitter. Mais une fois fait, son orgueil le pousse à ressentir que quelque chose le gêne et lui empêche d'avoir accès à tout le savoir qui lui est disponible dans l'univers, et ce dernier estime que l'entité qui l'entrave n'est autre que la vérité, que lui considère comme étant Dieu. Sachant cela, l'ensemble de son plan qui a débuté il y a 4 siècles avait pour finalité de préparer ce jour, qu'il nomme jour promis, où une éclipse totale rassemblant la lune et le soleil se déroulerait au-dessus d'Amestris, jour où ce qu'il considère comme étant cet être alchimiquement parfait lui sera accessible. En alchimie, il est dit que chaque être vivant dispose de sa propre porte de la vérité qui, selon le vécu et la nature de cet être, rassemble plus ou moins de connaissances, formant ainsi la vérité absolue. Et puisque la planète Terre peut être considérée comme un être vivant, ou plus précisément comme un organisme vivant, l'Homonculus en est venu à la conclusion que la planète Terre doit sans doute disposer d'une porte qu'il doit être possible d'ouvrir. Et à la vue des connaissances acquises par les humains qui ont ouvert leur propre porte, ce dernier sait qu'il acquérera un pouvoir insoupçonné s'il parvient à ouvrir la porte d'une planète, enregistrant depuis des milliards d'années une quantité faramineuse de données sur l'univers. Mais pour ouvrir la porte de la Terre, l'Homonculus a dû trouver un moyen de libérer une énergie phénoménale et c'est là qu'interviennent les 5 alchimistes qui vont servir de sacrifice. Ces 5 alchimistes devront tous avoir ouvert la porte de la vérité par le biais d'une transmutation humaine volontaire ou qui leur a été imposée. À ce titre, 4 candidats ont préalablement été retenus. Le premier candidat au sacrifice était Van Hohenheim puisqu'il a ouvert la porte indirectement avec l'Homonculus lors de la transmutation de Xerxès. En transmutant son cercle sous les yeux du Führer, Edward a été confirmé lors de l'examen d'alchimiste d'État comme étant le deuxième candidat au sacrifice. Et de la même manière Alphonse, en transmutant son cercle, a confirmé qu'il avait ouvert la porte, faisant ainsi aux yeux de Lust et toujours de Vras un candidat au sacrifice. Par la suite et toujours sous la recommandation du généralissime qui a eu vent de ses exploits face à Grid, Izumi Curtis a été sélectionné pour être le 4e candidat
candidat, puisqu'elle a ouvert la porte. Concernant le 5e candidat, il fallait trouver quelqu'un que l'on pourrait forcer à ouvrir la porte, puisque l'armée et les homonculus n'avaient repéré aucun autre alchimiste ayant ouvert la porte comme les 4 précédents. À ce titre, 4 alchimistes étaient sur la liste des potentiels candidats. Il s'agissait d'Isaac McDougall, de Tim Marco, de Solf G. Kimblee et de Roy Mustang. Ce statut de candidat était d'ailleurs l'unique raison pour laquelle Kimblee a été gardé prisonnier par les hautes instances de l'armée et non exécuté après ses crimes de guerre à Ishval. Au final, c'est Roy Mustang qui a été choisi pour être le 5e sacrifice, puisqu'à la vue de sa détermination, les homonculus ont jugé qu'il est celui qui aurait le plus de chances d'ouvrir la porte et d'en revenir vivant, ce qui a été le cas. Et donc pour être candidat au sacrifice, il faut donc rassembler 2 caractéristiques qui sont d'avoir de grandes capacités et savoirs en alchimie, tout en ayant une âme assez forte pour résister à l'ouverture de la porte de la vérité. Une fois ces 5 sacrifices rassemblés, l'homonculus, dans l'optique de créer un choc d'énergie qui lui permettra d'ouvrir la porte de la planète, a réalisé une transmutation humaine destinée à ouvrir leurs 5 portes afin de les faire entrer en conflit et de profiter de l'énergie générée. Celle-ci étant récupérée, la transmutation de la pierre philosophale s'est enclenchée et les âmes de tous les habitants d'Amestris, excepté celles de ceux qui se trouvaient à proximité du centre du cercle, ont été séparés de leur corps pour être condensés dans celui de l'homonculus. Grâce à cette énergie, ce dernier a utilisé le cercle d'Amestris pour ouvrir la porte de la planète, tout en activant le cercle dessiné par la couronne solaire de l'éclipse, dans le but cette fois d'ouvrir cette porte qui représente donc symboliquement ce que l'homonculus considère comme étant Dieu, l'être parfait. Et une fois ouverte, ce dernier a profité de l'énergie générée pour assimiler la porte de l'éclipse. Le résultat est sans appel, et les derniers alchimistes dont l'âme n'a pas été raflée par la transmutation ne peuvent que constater avec stupéfaction ce que l'alchimie a engendré. Après avoir assimilé une pierre philosophale contenant les 50 millions d'âmes des habitants d'Amestris, l'homonculus a pu absorber l'entité parfaite qu'il convoitait pour devenir cet être parfait. À ce stade, il est devenu un être omnipotent pour qui l'échange équivalent n'a plus aucune signification. Son corps, autrefois vieilli par l'intense utilisation de sa pierre, a regagné sa jeunesse et peut se régénérer au gré de sa volonté, tandis que le pouvoir qu'il a acquis lui permet même d'engendrer le soleil à partir de rien. À cet instant, l'alchimie n'a donc plus rien de rationnel et aucun autre être ni aucune autre pierre philosophale n'aurait pu rivaliser face à cet homonculus qui a transcendé toute forme de vie. Mais c'est sans compter le travail de 2 alchimistes qui à eux seuls ont compris son plan bien avant qu'il ne le mène à bien et ont préparé dans l'ombre et indépendamment l'un de l'autre le moyen de le contrecarrer. En effet, lors de ses recherches et à la vue des massacres perpétrés dans le pays, Hohenheim a compris que l'homonculus souhaitait réitérer ce qu'il a fait à Xerxès mais à l'échelle d'Amestris. Sachant cela, Hohenheim a entamé ses calculs et a fini par abandonner sa famille pour parcourir le pays afin d'y disséminer des parties de sa pierre philosophale. Par cette action, son objectif était que ces âmes, dont il a préservé la conscience pendant ces 4 derniers siècles, puissent contrer ce dernier dans le cas où il ne pourrait l'empêcher d'activer le cercle national. Et puisqu'au final l'homonculus a bien pu l'activer, chacune de ces pierres philosophales a pu s'animer puisque grâce à ses calculs, Hohenheim les a dispersées aux extrémités exactes du cercle créé par l'ombre de la lune, ce qui a lancé une transmutation rétroactive. Le cercle de l'homonculus ayant pour but de ramener les âmes vers le centre, celui d'Hohenheim avait lui pour but de les éjecter du centre. Ce faisant, toutes les âmes récemment enlevées aux habitants d'Amestris ont pu être renvoyées car ces derniers disposent encore de leur corps et de leur esprit vers qui ces âmes sont attirées. De la même manière que l'âme d'Alphonse est attirée par son corps qui est encore intact et qui se trouve derrière la porte de la vérité. Mais l'action d'Hohenheim pour contrecarrer l'homonculus n'a pas été isolée puisqu'au même moment où il avait compris son plan, le frère d'Oscar était venu à la même conclusion que ce dernier et celui-ci avait cerné, simplement de par ses recherches, l'intégralité du plan de l'homonculus. Comprenant que l'alchimie était altérée par quelqu'un sous terre, le frère d'Oscar a découvert l'existence du cercle de transmutation à l'échelle du pays et a donc créé une nouvelle forme d'alchimie dont le cercle combine les principes d'Amestris et de Shing. Ce cercle inversé qui utilise les propres tracés de l'homonculus a pour objectif de supprimer l'effet des pierres philosophales. Une fois activé, le cercle a donc réparé l'alchimie du pays puisqu'il a supprimé l'interférence entre la surface et l'énergie tectonique des sols, permettant de ce fait aux alchimistes du pays pour la première fois de réaliser des transmutations d'une plus grande puissance car ils ne sont plus bridés. L'homonculus étant alors placé sous un état d'instabilité énergétique et les alchimistes ayant retrouvé leur plein potentiel, ces derniers l'ont forcé à utiliser les restes de la pierre philosophale créée à Xerxès jusqu'à un seuil où l'homonculus n'avait plus assez d'énergie pour contenir l'être parfait qu'il avait absorbé. Sa pierre s'étant vidée de son énergie, il était donc dans une situation de déséquilibre de l'échange équivalent, puisqu'il gardait en lui cette chose qui lui fournissait toujours une incommensurable puissance, alors que lui ne pouvait sacrifier l'énergie nécessaire pour la contenir. Et l'échange équivalent étant la règle immuable à laquelle personne ne peut se soustraire, l'être de la porte qu'il a absorbé a donc pris le contrôle sur lui et l'a renvoyé d'où il venait, à savoir derrière sa propre porte pour se confronter à la vérité.
Lors des différents passages d'Edward, Alphonse ou encore Roy Mustang à travers la porte, on a pu constater que sur chacune de leurs portes étaient gravés des concepts et symboles différents. La raison étant que ces gravures désignent en réalité le reflet que se font les individus du monde qui les entoure, de l'origine de l'univers et de l'alchimie. Selon leurs propres croyances, ces gravures sont donc leur propre conception subconsciente de ce qu'est l'alchimie et de ce qu'est la vérité. Il est donc normal de voir que sur la porte de la vérité de Roy Mustang se retrouve le symbole de l'alchimie secrète des flammes, car pour lui, cette alchimie qu'il est le seul à maîtriser représente tout, la clé qui lui permettra de gravir les échelons pour réaliser ses ambitions à la tête d'Amestris. Pourtant, après que l'homonculus ait été renvoyé devant sa propre porte, on a pu constater que rien n'y était gravé. En substance, ce que veut nous illustrer là cette scène, c'est que malgré ses 400 années d'existence, malgré tous les savoirs qu'il a accumulés sur le monde, l'homonculus n'a au final rien appris sur cet univers, sur l'alchimie et sur la vérité absolue. Alors qu'il a lui-même été engendré par les humains qui l'ont détaché de la porte, celui-ci a tenté arrogamment de les transcender. Et pourtant lui-même le sait, la vérité punit l'arrogance et va donc le forcer à sacrifier ce qu'il chérit le plus au monde, à savoir sa liberté. L'homonculus a été renvoyé d'où il provient et la vérité reste donc une fois de plus seule face à la porte de l'alchimiste arrogant qu'elle vient de punir. Cependant, alors même qu'elle offrait à l'homonculus son châtiment, un alchimiste s'apprêtait à venir à elle et être le premier à récupérer ce qu'elle lui a pris. Lors de leur transmutation humaine, Edward et Alphonse ont tous deux donné de leur sang en guise d'information à la transmutation pour reconstituer l'âme de leur mère. Ramener un mort étant impossible, la porte s'est ouverte et Edward et Alphonse ont tous les deux été décomposés pour être amenés derrière cette porte. Et comme le souligne Edward lors de sa traversée dans le chapitre 53, c'est grâce à l'esprit que l'alchimiste parvient à se guider lors de cette décomposition. Sachant cela, il a émis l'hypothèse que durant cette transmutation, son esprit et celui de son frère se sont peut-être entremêlés, liant ainsi le corps d'Edward et celui d'Alphonse qui est resté derrière la porte. Sa théorie s'est avérée finalement vraie puisque lors de son deuxième passage à travers la porte de la vérité, il a pu constater qu'étaient bien présentes deux portes, la sienne et celle de son frère sous laquelle se trouvait le corps d'Alphonse. Et justement, c'est en se rappelant de cette expérience qu'après la bataille, il a qualifié sa transmutation comme étant la dernière, car il a eu l'idée de proposer en sacrifice quelque chose de spécial qu'aucun autre alchimiste n'avait envisagé, à savoir sa propre porte de la vérité. Étonné par cette proposition, la vérité lui stipule qu'il ne pourra alors plus utiliser l'alchimie et d'ailleurs Edward confirme qu'il propose ce sacrifice en toute connaissance de cause, car il sait en effet que toute l'alchimie se trouve derrière cette porte. Et puisque la vérité agit en tant que conscience de l'alchimiste, elle a toujours lié l'arrogance avec la volonté de l'alchimiste de se prendre pour Dieu. C'est ce qu'elle a reproché à Edward lors de sa première transmutation humaine et c'est ce qu'elle a reproché à l'homonculus lors de sa dernière confrontation. Et justement, lors de cette prise de conscience, la vérité teste Edward en lui rappelant que sans l'alchimie, il ne redeviendra qu'un simple humain et qu'il ne pourrait pas s'en sortir sans elle. Mais à cette remarque, Edward lui répond que même avec l'alchimie, il ne s'est jamais vu comme autre chose et qu'il pourrait tout à fait s'en sortir dès l'instant où il récupère les êtres qui lui sont chers. Et cet argument d'Edward est loin de n'être que des paroles en l'air puisqu'on a pu constater que depuis le début de l'histoire, il n'avait au final jamais utilisé l'alchimie pour satisfaire son épanouissement personnel. À l'initial, il a commencé à l'apprendre car il voyait que ça rendait sa mère heureuse, car ça lui rappelait Hohenheim qui était parti. Une fois sa mère morte, il a vu en l'alchimie un moyen de la ramener et lui redonner cette vie qu'elle avait perdue. Et par la suite, il a poursuivi son apprentissage dans le but de ramener le corps de son frère car il se sentait coupable de le voir dans cet état. C'est pour cette raison qu'à cet instant, son sacrifice prend tout son sens pour la vérité qui sait que dans un monde où l'alchimie est le fondement de toute chose, celle-ci peut corrompre les esprits face à ce qu'elle permet comme possibilité et donc sacrifier ce pouvoir est assurément un grand sacrifice pour elle. C'est d'ailleurs un sacrifice si grand que lorsqu'Edward lui donne sa porte, la vérité lui dit qu'il pouvait lui prendre tout ce qu'il voulait en échange. Et les mots employés sont importants puisque la vérité montre là que l'échange équivalent n'a plus de valeur car Edward vient, selon elle, de donner beaucoup plus que ce qu'il ne pourra jamais prendre à cet endroit. Et si la vérité dit qu'Edward l'a vaincu tout en lui confirmant sa porte de sortie, c'est parce qu'en plus d'avoir réalisé ce coup de maître, Edward a basé ce sacrifice sur la théorie qu'il a développée et qui misait sur le fait que même en sacrifiant sa porte, il pourrait ressortir de cet endroit en utilisant la porte de son frère qui a été liée à la sienne. Il est donc bien le seul alchimiste qui aurait pu vaincre la vérité de la sorte, et c'est pourquoi celle-ci donne le sentiment qu'Edward représente ce qu'elle attendait, à savoir un alchimiste qui, après avoir été puni de son arrogance, a su surmonter sa douleur et utiliser cette expérience pour comprendre cette leçon qu'elle voulait lui enseigner. Et c'est ce que montre cette histoire qui a débuté il y a 400 ans au final, à savoir l'opposition entre un être qui a voulu obtenir tout grâce à l'alchimie et un autre qui a obtenu tout sans l'alchimie. Et si Edward a tout obtenu, c'est grâce au nouveau principe qui surpasse l'échange équivalent et que lui et son frère vont désormais chercher à démontrer en parcourant le monde d'est en ouest, à savoir celui de donner plus que ce qui est reçu en retour. Tel est le véritable secret de l'alchimie. Le secret de l'alchimie ou
la vidéo la plus technique que j'ai réalisée. 2 mois de recherche et d'écriture, une après-midi de tournage, 2 jours d'enregistrement, 3 mois de montage, le tout saupoudré de quelques galères. Mais quoi qu'il en soit, j'ai jamais autant pris de plaisir à travailler sur un projet. Full Metal, c'est l'une de mes œuvres préférées et j'avais envie de rendre un vrai hommage à son univers riche, j'espère que ça vous a plu. Ceci étant dit, venons-en maintenant à l'énigme teasée en début de vidéo. Alors déjà, est-ce que vous l'avez trouvé? Parce que si c'est pas le cas, je vous invite à revisionner la vidéo parce que j'ai bien caché une énigme dans celle-ci. En effet, durant cette année d'absence, j'ai pas seulement travaillé sur cette vidéo, j'ai également lancé sur internet il y a quelques temps un projet qui s'appelle Xogaki.fr. Xogaki.fr c'est quoi? C'est la matérialisation sous forme vestimentaire des univers manga que j'aime. Pour faire simple, je me suis créé des vêtements inspirés des mangas que j'aime, puis je me suis dit que ça pourrait également vous intéresser, donc j'ai créé Xogaki.fr où vous pourrez trouver tout ça. Mais pour lancer le projet, je voulais faire quelque chose de marquant et pas seulement vous balancer un lien dans la description. Ce qui a donné KTC pour Xogaki Treasure Chase ou la chasse au trésor des Xogaki. Pour vous expliquer, le 2 septembre, j'ai uploadé quelque part sur YouTube une vidéo assez mystérieuse de quelques secondes dans laquelle apparaît une phrase spécifique. Et l'objectif pour ceux qui veulent participer à la chasse, c'est de trouver cette vidéo et de venir me dire quelle est cette phrase. Le premier d'entre vous qui viendra me dire quelle est cette phrase repartira avec tous les modèles que j'ai pour l'instant créés sur le site Xogaki.fr, à savoir le t-shirt State Alchemist, le pull et le t-shirt Namek Drive et le hoodie de la vérité. Pas de jaloux, vous pouvez m'envoyer votre réponse sur YouTube, Facebook, Twitter ou Instagram, tout le monde a sa chance. Comment trouver cette mystérieuse vidéo? Eh bien à la manière d'une transmutation, j'ai décomposé le lien de la vidéo qui est non répertorié et j'ai caché une énigme dans cette vidéo que vous venez de voir. À vous de la résoudre pour recomposer le lien et trouver cette vidéo. Si tu checkes dans la description, il y a actuellement écrit l'énigme n'a pas été résolue. Et tant qu'il y aura écrit ça, ça veut dire que tu peux encore participer. Lorsque quelqu'un l'aura trouvé, je changerai cette phrase en l'énigme a été résolue et je l'annoncerai sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, si les vêtements te font kiffer et que tu souhaites me soutenir dans ce projet, le lien du site est dans la description, tu peux dès à présent te procurer les créations. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ce projet, mais surtout cette vidéo, vous font autant plaisir qu'à moi. J'ai hâte de voir vos retours en commentaire, ça fait tellement longtemps que je vais absolument tout lire. Sur ce, les Xogaki. Jana.